Merci beaucoup. Je passe la parole tout de suite à Hosni Kitouni qui vient d'Algérie. Merci à Armel de m'avoir invité pour participer à ce colloque. L'intitulé de mon intervention est Massacres coloniaux donner nom et sens à la souffrance des victimes. On a écouté pendant ces 3 jours différentes interventions qui nous ont parlé des massacres coloniaux. Ce que j'ai noté, c'est que la plupart de ces interventions situaient ces massacres au-delà de 1871. Or, il se trouve qu'en Algérie, la colonisation a commencé à partir de 1830. Et entre 1830 et 1871, ça a été la période la plus terrible, celle qui a enregistré le plus grand nombre de massacres, notamment à partir de 1840, sous la direction du fameux général Bugeaud, devenu maréchal. Ce que j'essaie de faire dans mon intervention, c'est à travers des massacres connus, qui sont les fameuses enfumades, essayer de disséquer comment le pouvoir colonial a construit son discours sur les massacres. Non pas sur le plan sémantique, je n'aborde pas cet aspect, mais sur le plan de la construction. C'est-à-dire comment présenter à l'opinion publique, à son opinion publique, les massacres et la guerre coloniale. En 1845, un scandale éclate en France à propos d'un acte de répression particulièrement cruel et destructeur, les enfumades du Dahra, qui ont fait plus de 800 morts par asphyxie, point culminant de la guerre de conquête de l'Algérie conduite par le général Bugeaud. Le gouvernement est alerté alors sur la nécessité d'un plus strict contrôle de l'information militaire. Mais faute de changer les règles de la guerre, il entreprend tout simplement de changer le discours sur la guerre. Ainsi, sont systématiquement escamotés les détails accablants qui révèlent les atrocités commises contre les civils et chargent les opérations militaires d'un surcroît d'horreur. Réinjecter au cœur du récit la victime et sa souffrance comme révélateur de sens de cette guerre, tel est l'enjeu de cette intervention. La guerre coloniale, une violence nouvelle. Plus que dominer un territoire et des hommes, le processus de conquête s'attache, selon Benjamin Broer, c'est un historien américain, à désarticuler les réseaux sociaux traditionnels, je cite, comme la tribu, et cible les liens sociaux comme le sentiment de solidarité. La terreur devenant l'arme la plus importante dans cette lutte. Enlèvement, exécution sommaire, assassinat pur et simple, torture et agression sexuelle produisent une peur terrible par laquelle les commandants pensent détruire les liens sociaux existants et entraîner la population à la docilité. Fin de citation. C'est à une violence nouvelle que les populations ont à faire face. Elle les surprend par son ampleur et son acharnement destructeur et son apparence absence de but. La résistance qu'elles y opposent est tout à la fois le refus de se soumettre à un pouvoir étranger et un sursaut pour se préserver d'un anéantissement programmé. C'est dans ce contexte qu'en 1845, alors qu'Abdelkader, le chef de la résistance dans la province d'Oran, est donné pour battu, qu'éclate de manière totalement inattendue une insurrection générale dans le Dahra, c'est-à-dire près de Mostranem. Surpris par son ampleur et sa radicalité, Bugeaud ordonne à ses officiers de réprimer au plus vite un soulèvement qui menace de s'étendre à d'autres régions. Je cite, il leur dit « Soyez impitoyables ». Leur ordonne-t-il. Mais qu'est-ce que donc être impitoyable en termes militaires ? Dans une note du 11 juin 1845, le maréchal donne ses instructions. Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavenia Cosbeha, enfumez-les à outrance, comme des renards. Le maréchal fait ici référence à un meurtre par asphyxie demeuré secret, parce que son auteur, le colonel Cavaignac, voulait éviter de s'étendre sur le nombre des Arabes morts, nous dit Canrobert. C'est Canrobert qui le dit.
Une semaine plus tard, le 18 juin 1845, le colonel Pélissier lance ses colonnes infernales sur le Oued-Rieh. Il les encercle, les accule à la montagne et finalement parvient à les pousser dans ce qu'il croyait être leur sanctuaire. Ensuite, tout se passe comme prévu. Les matières combustibles sont transportées par 56 mules, placées à l'entrée des grottes, le feu est mis, les forces de la nature y ajoutent leur effet destructeur et les flammes de l'enfer s'élancent alors à plus de 60 mètres. Le lendemain, quand les soldats arrivent pour l'habituel pillage, ils découvrent 800 corps réduits en miettes. Connue à Paris, l'affaire du Dahra fait scandale, bien au-delà de la France. Le prince de la Moscova, député de l'opposition, interpelle le gouvernement en qualifiant l'acte de Pélissier de meurtre consommé avec préméditation sur un ennemi vaincu, sur un ennemi sans défense. Le Courrier français, journal d'opposition, dénonce de son côté une œuvre cannibale, alors que le Times de Londres qualifie le futur grand chancelier de la Légion d'honneur, Pélissier, de monstre qui déshonore son pays, son époque et sa race. Arrêtons-nous sur les facteurs qui ont suscité cet inhabituel émoi dans les chambres et la presse d'opposition. Il faut d'emblée souligner que le rapport de Pélissier avait quelque chose de bien inhabituel. Il donnait des détails horrifiants sur l'enfumade, soutenu par un aveu de reconnaissance de l'extrême violence du procédé. C'est dans la lettre de Pélissier. Comme pour en accentuer l'effet dévastateur, un officier espagnol publie de son côté un témoignage comportant des descriptions insoutenables sur ce qu'il a vu dans les grottes. Je cite, « Tous les cadavres étaient nus dans des positions qui indiquaient les convulsions qu'ils avaient dû éprouver avant d'expirer. Le sang leur sortait par la bouche, mais ce qui causait le plus d'horreur, c'était de voir des enfants à la mamelle gisant au milieu des débris de moutons, de sacs de fèves, etc. » Fin de citation. Tony Joanneau, célèbre illustrateur, tira de cette cauchemardesque description une illustration qui fut popularisée par la presse, montrant victimes et animaux mêlés dans une sorte de descente en enfer. Voilà comment la souffrance des victimes s'imposa pour la première fois dans le débat politique français, révélant au grand jour la réalité de la guerre de conquête. C'est précisément la faute qui fut reprochée à Pélissier par l'historiographie coloniale, de s'être laissé aller à fournir des détails qui n'avaient pas lieu d'être dans un rapport militaire qui plus est destiné à la publicité. Une faiblesse indigne d'un soldat, dénonça l'historien Félix Gautier. C'est aussi le sens des remarques de Bugeaud qui indique à Pélissier comment il aurait fallu procéder pour construire la narration de l'enfumade. Il lui envoie une lettre et lui dit ceci. « J'ai fait un récit rapide de l'événement afin qu'il soit livré à la publicité, dégager des détails que j'ai jugé à propos de supprimer. » Fin de citation. Bugeaud ne dit pas sur quoi portent ces détails, mais on le devine à la lecture de son rapport. Il a systématiquement supprimé les informations relatives à la machinerie de l'enfumade, le nombre de ses victimes et leur fin tragique. 2 mois après ces faits, un autre officier, Saint-Arnaud, membre de l'état-major de Bugeaud, très proche ami de Pélissier, confronté à l'insurrection d'une petite tribu du Dahra, décide à son tour de recourir à la même technique. Il écrit à son frère pour lui dire ceci. « Il faut, écrit-il, que je détruise les Spéha. Il faut que j'aille faire le siège de la grotte comme Pélissier. Parce que, ajoute-t-il, je sais que Bugeaud m'approuvera. » Fin de citation. Vertige de l'impunité. Le 12 août 1845, Saint-Arnaud anéantit les Spéha, 500 victimes, tous âges et sexes confondus, hommes et biens. Ce nouveau massacre ne dépasse ni en horreur ni en cruauté celui des Pélissier. Il s'en distingue néanmoins par une extrême maîtrise opératoire. Saint-Arnaud écrit à son frère encore. Personne n'est descendu dans les cavernes. Personne que moi ne sait qu'il y a là-dessous 500 brigands.
Et il ajoute « Un rapport confidentiel a tout dit au maréchal, simplement, sans poésie terrible ni image. » On a l'impression de lire un officier de l'ère moderne se vantant d'être parvenu à éloigner caméras de télévision et journalistes du champ de bataille, ne laissant fuiter aucune information qui vient troubler le récit officiel. Instruit par la mésaventure de Pélissier, Saint-Arnaud a donc su prendre toutes les dispositions pour accomplir son massacre jusqu'au bout et en rester le seul narrateur. Son opération demeura secrète jusqu'en 1855, date à laquelle ses lettres ont été publiées. Quant au fameux rapport adressé à Bugeaud, il a disparu des archives militaires. Saint-Arnaud parvient ainsi à couvrir d'un linceul de silence le meurtre de 500 civils et à imposer à la postérité sa seule version des faits. Il y eut en ces mêmes années 1845-46 5 enfumades en tout qui ont fait plus de 2500 victimes. L'histoire n'en a pourtant retenu qu'une seule, celle de Pélissier. Elle apparaît dès lors comme un fait isolé, exceptionnel, et ne le relevant aucunement d'un processus de répression inhérent à la guerre elle-même. C'est dire combien le travail d'occultation est parvenu à faire l'impasse sur des faits aussi graves. Occultation et amnésie, déni de massacre. Selon Jennifer Session, une historienne américaine qui a consulté les archives de l'époque, dans ses nombreuses correspondances, le maréchal Schulz, ministre de la guerre et président du Conseil à l'époque, en 1845, s'affirme convaincu que rendre publiques les cruautés de l'armée d'Afrique diminuait le soutien de la métropole à la colonie, démontrant ainsi que c'est la publicité faite autour des cruautés qui lui posait problème, pas les cruautés en elles-mêmes. Par des instructions précises, il recommande au général Bugeaud d'éviter de porter à la connaissance du public les détails choquants de la guerre. Je cite, « Je ne pense pas, écrit-il, que nous pouvons exposer notre stratégie à l'examen et à la censure d'un public ignorant de la nature de la guerre très particulière que nous devons faire en Algérie et le caractère tout à fait exceptionnel de ses habitants. » Et Jennifer Session d'observer que les employés du ministère de la Guerre, et souvent le ministre lui-même, se chargent d'expurger attentivement les rapports militaires de 3 types de détails avant de les rendre publics. Les sévices faits aux prisonniers algériens, les exécutions sommaires et autres mutilations et cruautés dont se rendent coupables les soldats, enfin, les pillages et les destructions de la répression. Cette censure, puisqu'il faut l'appeler ainsi, exercée par l'autorité politique, va influer grandement sur la manière dont les militaires, à leur tour, établissent leurs rapports de campagne et leurs journaux de route. Ils prennent soin de passer sous silence les innombrables cruautés et atteintes aux droits de la guerre qui se commettent sous leurs ordres. Taire le nombre des victimes, par exemple. Parmi les procédés d'occultation, il y a le silence sur le nombre des victimes. On parle du massacre, on parle de l'opération, mais on ne dit pas le nombre des victimes, surtout les victimes civiles. Alors que les rapports militaires fourmillent habituellement d'incitations sur les villages détruits, les arbres coupés, les bêtes rasées, ils ne disent rien sur les victimes civiles. William Gallois, l'historien qui est intervenu ici dans son fameux livre, c'est un historien anglais, Gallois a découvert un document relatant l'expédition du colonel Gentil contre les Beni Zerouel en 1843, qui s'est soldée, y est-il écrit dans le rapport, par 150 Arabes tués. Et à la marge du même document, comme pour démentir ce chiffre, une note surajoutée en marge mentionne que 600 Arabes de la tribu ont été tués ou mortellement blessés. Et Gallois de se poser la question de savoir qui a osé ainsi, sur un document officiel, apporter un démenti flagrant à la version officielle des faits. Et il conclut que cela pourrait suggérer que Gentil ou ses supérieurs
avait pris l'habitude de modifier les données sur les razzias pour les faire apparaître comme des batailles et non comme des tueries collectives. Il y a aussi un autre procédé qui consiste à imputer les crimes aux auxiliaires arabes quand il y a des opérations. Faute de taire le nombre des victimes, les rédacteurs des comptes rendus militaires attribuent les cruautés et les tueries aux supplétifs indigènes de l'armée française, zouaves et autres tirailleurs. Cela semble, écrit Gallois, à la fois plus raisonnable et acceptable d'alléguer que les alliés algériens locaux sont incapables de s'arracher à leurs propres pratiques barbares que d'admettre que ces atrocités constituent un élément clé de la stratégie militaire adoptée dès les premiers jours de la colonisation. Tels sont donc les obstacles qui empêchent de repérer le massacre dans le discours officiel et les archives de l'armée. Ce qui aurait pu les contrarier, ce sont les témoignages d'autres sources, de tierces sources, mais celles-ci sont quasiment inexistantes. Le point de vue des victimes manque. La guerre de conquête n'a pas eu de témoignages locaux. À l'exception du livre de Hamdan Khouja ou de quelques correspondances de chefs de tribus, nous manquons totalement de sources algériennes. Des témoignages oraux, comme ceux du poète Boutelja, dans les chants lyriques, c'est une description du duc d'Aumale, dans les chants lyriques d'une douleur touchante et d'un caractère farouche et d'un farouche patriotisme, étaient devenus populaires parmi les jeunesses, ont tous pratiquement disparu. La censure militaire y est pour beaucoup. Bugeaud a émis dans ce sens une circulaire pour instruire les autorités afin de pourchasser ces chanteurs ambulants qui voyagent de tribu en tribu et sous le prétexte de leur industrie entretiennent par des chansons populaires les idées de haine contre nous, ainsi que ces improvisateurs de chants, etc. Donc il y a eu une censure absolument excessive sur les textes. Ainsi, sur cette longue guerre, nous ne disposons que des seules sources de l'armée française. L'unilatéralité du récit, ses occultations, ses silences, rendent évidemment très difficile l'identification des massacres, leur localisation et la mesure exacte de leur ampleur. On sait tout simplement aujourd'hui que la guerre de conquête 1830-1871 a fait plus de 825 000 morts, soit un tiers de la population totale, entraînant ce que les démographes ont appelé un véritable désastre démographique. Ces chiffres sont donnés bien entendu, par Xavier Yocono, qui est un historien français, et par Kamel, qui est un historien algérien. D'accord. Dans son livre « Solutions pour la question d'Alger », le général Duvivier fait ce constat. Depuis 11 ans, on a renversé les constructions, incendié les récoltes, détruit les arbres, massacré les hommes, les femmes, les enfants, avec une furie toujours croissante. Croit-on que la postérité ne nous en demandera pas compte, qu'elle ne nous flétrira pas encore plus qu'elle n'a flétri les compagnons de Cortés et de Pizarre? Ce à quoi, 60 ans plus tard, l'historien Félix Gautier, très connu, répond en reprochant à ceux qu'il nomme les philanthropes, c'est-à-dire tous ceux qui sont horrifiés par ces massacres, de vouloir attribuer aux indigènes une sensibilité qu'ils n'ont pas. Je pense, écrit-il, que la masse énorme des indigènes ne sentent pas les massacres, comme nous, et ne les ont même pas sentis ainsi jadis, lorsqu'ils en furent les témoins oculaires. Il est donc, selon lui, totalement inapproprié que les Européens cherchent à se faire des reproches sur des actes qui relèvent pour les victimes de l'ordre normal de la guerre. Parce que, écrit-il, dans ces horreurs orientales, les victimes ont une part de responsabilité. C'est leur propre férocité qui est contagieuse, une sorte de typhus moral contre lequel le vainqueur ne peut se protéger. Nous ne sommes plus là dans l'occultation pure et simple, mais dans l'idéologie de la légitimation, faisant appel aux catégories raciales propres au XXe siècle, qui allaient bientôt révéler ces terribles horreurs. Comme nous l'avons vu, le déni des violences de masse contre les civils est une narration construite, destinée à préserver la guerre de conquête de la désaffection des chambres et de l'opinion. Par différents procédés, le récit officiel a entrepris de faire disparaître les détails qui révèlent l'ampleur des victimes et leurs souffrances. Cette double occultation
visait à ruiner définitivement une population et simultanément à plonger sa ruine dans le silence et l'oubli. Le discours officiel privant ainsi les contemporains du droit de savoir et condamnant la postérité à l'amnésie. Alors que la fin du nazisme a ouvert la voie à une réévaluation historique de la place des victimes civiles dans les conflits de masse, que des travaux récents de Jacques Semelin notamment ouvrent des champs nouveaux à l'analyse et à la compréhension des massacres et génocides dans l'histoire humaine, il est quand même étonnant de constater encore aujourd'hui, 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, combien en France les historiens résistent à l'idée d'intégrer dans leur champ d'études la guerre de conquête, je dis la guerre de conquête 1830-1848, je ne parle pas de l'après, d'inscrire ces massacres dans la longue lignée des massacres coloniaux. Dans un livre récent, 2012, sur l'histoire de l'Algérie coloniale, écrit sous la direction d'un groupe d'historiens français et algériens, sur 700 pages, 5 seulement sont consacrées à la violence et elles sont écrites par un auteur américain. On peut ajouter que pas un livre n'a été écrit sur le sujet depuis 50 ans. Cela contraste avec la multiplication des travaux d'universitaires anglo-saxons sur cette question et cette période qui est riche, complexe et qui demeure totalement inexplorée. Les Jennifer Sessions, William Gallois, Benjamin Brouwer, pour ne citer que cela, nous révèlent combien la guerre de conquête 1830-1848 fut une suite ininterrompue de meurtres de masse qui ont indistinctement visé les populations civiles. Le massacre des Aoufia, de Blida, de Hadjout, de Oulad Nasser, de Oulad Riyah, de Bni Frah, de Oulad Sultan, de Taura, de War Azdin, de Zaatcha, de Nara, de Bni Habibi, de Sidi Okkasha, de Ain Saleh, cette expérience ultime de la souffrance, comment est-elle vécue, ressentie, pensée, transmise par ceux qui en sont les victimes? Comment ceux soumis à la destruction de leurs récoltes, de leurs maisons, à la razzia de leurs biens, aux tueries cruelles de leurs parents, leurs enfants, leurs voisins, ceux pourchassés, ceux torturés, ceux contraints de se réfugier dans les montagnes, tels des bêtes sauvages, dans les forêts, parfois par neige, s'enfonçant dans les grottes et menacés par le feu de l'enfer, dans leur dernier refuge, ceux ayant perdu leurs montagnes, le miroitement de leurs rivières, l'entrelacement de leurs chemins, la couleur de leurs arbres et le frémissement de leur air, de leurs nuages et la saveur de leur pain, ceux qui n'ont plus de famille, de tribus, de zaouïas, de mosquées, d'écoles, de livres, à cause de quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils n'ont jamais vu, à cause de quelque chose qu'ils ignorent, tellement cela est incompréhensible pour eux qu'un étranger vienne du bout du monde convoiter l'humus de leur terre, le fruit de leur travail. Comment ceux-là ont-ils perçu le renversement du monde, cette violence inouïe qui s'abattait sur eux tel un feu de l'enfer? Quels souvenirs leurs enfants et les enfants de leurs enfants en ont-ils gardé? Quel traumatisme, quelle souffrance leur communauté en est-elle porteuse? Qu'est devenu leur monde? Telles sont les questions au passé qui hantent notre présent.